Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Fouta grâce à la complicité d'Alseni Baldi, voilà, qui nous accompagne ce matin à la technique. Merci à Amadou Sow ici en National, Cabinet Condé, Mamoudou Condé, Mafata Sano, toute l'équipe du côté de la régie. Évidemment, c'est l'autre équipe de cette émission, les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également, le hashtag Espace GG, avec plaisir. Dans un instant, je me ferai plaisir évidemment de lire quelques réactions que vous avez bien voulu laisser là sur nos différentes plateformes. Les Ivoiriens s'apprêtent à accueillir donc ce jeudi l'ancien président Laurent Gbagbo. Le vol qui doit donc le ramener après 10 ans d'exil doit se poser à 13h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Des années d'exil forcé, Laurent Gbagbo a fait donc face à 2 procédures judiciaires dans son pays et à La Haye. S'il a été condamné par la justice ivoirienne, la Cour pénale internationale l'a acquitté faute de preuves. Son retour aujourd'hui diversement apprécié peut-il favoriser la réconciliation nationale? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Le leader historique du Front populaire ivoirien continuera-t-il la bataille politique? L'autre question que nous allons poser ce matin aux différents intervenants, évidemment depuis Abidjan, réaction. Nous allons joindre non seulement Franck Anderson Kouassi, un des porte-parole du FPI, et Fernand Dédé, il est éditorialiste, journaliste, donc ils vont intervenir ce matin dans notre émission chez les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Déjà, quelques chauffourins à l'aéroport de ce côté, on nous signale à l'instant T. Sinon, que dire de plus sur l'actu ici chez nous? La drépanocytose, une maladie donc souvent négligée, qui fait pourtant très mal en Guinée. Les enfants, dit-on, qui naissent de mariage consanguin, donc perdent la vie. Le mal donc n'est pas vite, si le mal n'est pas vite diagnostiqué et dans tout le pays, il n'existe donc cependant qu'un seul centre de prise en charge. Le seul centre est tenu donc par un privé. Comment approcher donc les équipements et médicaments des patients qui viennent en majorité de l'intérieur du pays? C'est la grosse question que nous posons ce matin chez les GG. Un appel à la mobilisation est nécessaire, et ce qui veut faire donc Fatou Baldé, il faut la rappeler, donc elle est présidente de la coalition des femmes leaders de Guinée en collaboration avec Adafo Média. Elle vient obtenir donc la participation de tout le monde, avait en vue donc d'acquérir évidemment un appareil d'échange transfusionnel et puis de globules rouges. Nous pourrons en parler ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Beaucoup de réactions évidemment sur le 657 39 13 13 avec cette première réaction évidemment que nous avons en direct. Bonjour les GG. Comme le font donc nos frères ivoiriens, les Guinéens ont hâte d'accueillir Dadis dans un bref jour. C'est Billy Bogui Emmanuel depuis Koya qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction évidemment. Bonjour les GG. Le président Alpha Condé doit comprendre que la souveraineté dont il parle n'est pas applicable au sens rigoureux du terme. Sans la communauté internationale, la Guinée serait disparue depuis longtemps. Alseniba, Djonfou Bambeto qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour les GG. Dites à Daouda avoir 1000 ou chez son forgeron ne remplit jamais donc un grenier. Kenda Binta depuis Bonfi qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction évidemment. Bonjour les grandes gueules. Tantôt on nous dit que notre économie est performante. Il veut dire qu'il y a des devises à la banque centrale. Il y a même prospérité partagée. Mais on nous prépare à la souffrance. Qui croire, se pose la question sur Twitter. Excellence Balde le Guinéen qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour les GG. Moi c'est Fodé Sano depuis Farana. La mine, je me demande si Corée est vraiment informé sur la situation guinéenne. Sinon il n'allait pas faire un tel discours. Il veut dire, on dirait qu'il est nouvellement élu après 10 ans de corruption, de l'insécurité et des tournements. Que Dieu sauve notre pays. Bonne journée à vous. Il nous écoute du côté de Farana sur Bambou
FM. Bonjour les GG, je suis Mohamed Samoura. Le président n'est pas prêt à faire bouger les lignes des choses donc pour développer ce pays tant qu'il n'applique la justice et sanctionner donc les voleurs. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage, on a encore le temps. Bonjour les GG. C'est Souma Gibril de Wankifon. Je ne suis pas du tout surpris par ce discours de Koro Pharma. Il reste toujours le même. S'il se plaît, de lancer des flèches à ses opposants. Un dernier avant de partir avec le tweet. Bonjour les GG, il faut oser dire, c'est pas la première fois que le président tient ces genres de discours. Ce qui est à déplorer, c'est le contraire de ces promesses que nous voyons à tout moment. Par preuve, il avait promis qu'il allait lutter contre l'insécurité, la pauvreté, la mauvaise gouvernance, il veut dire. Mais hélas, on se pose toujours la question à quand nous assisterons évidemment à la matérialisation de toutes ces promesses. Nabi Souma Kamara, depuis Sonfonia Centre, qui nous envoie ce message. Pendant ce temps, j'attends toujours Erguiné, évidemment, pour pouvoir partir à l'intérieur du pays. Allez, on va rester dans le sillage avec ces réactions. Sinani, qui nous écrit également, bonjour El Girassi. Oui, c'est tout inventé, évidemment, de l'enfant de Benna. Bonjour à toute l'équipe. Le discours du président Alpha Condé à Bokeh est rassurant, car il n'est jamais trop tard pour faire le bien. L'impossible n'existe pas si on a la volonté de développer son pays. C'est Sinani, du côté du RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Très très nombreux évidemment à réagir également aussi sur les réseaux sociaux sous le hashtag #GG. Nous allons partir là-dessus avec ces tweets. Si c'est Bankonko qui nous écrit, bonjour les GG, le professeur vous dit qu'il est fier d'organiser 3 élections sans aucun financement extérieur et après il vous dit encore de serrer la ceinture pour redonner donc souffle à l'économie. Mais attendez, qu'est-ce que le peuple comprendra qu'on le roule toujours dans la farine? Pose la question sur auditeur. Il s'appelle Cissé Bankonko. Kanou, Moussa Kanou, français Condé, qui nous écrit également. Nous avons plutôt assisté hier à une cérémonie de révélation et d'attaque verbale, comme ça a toujours été. Les conséquences de l'organisation de ces 3 scrutins sont perspectibles évidemment. Et le Guinéen continue à payer honteusement et misérablement les frais. Moussa Kani, français Condé, qui nous envoie ce message. Aboubakri H6C également qui nous écrit sur Twitter. La politique en Afrique francophone est une déception. Ado et l'Occident ont déstabilisé la Côte d'Ivoire avec un lot de plusieurs familles endeuillées après donc la crise post-électorale qui avait amené Gbagbo à la CPI. Aujourd'hui, il est libre comme un poisson dans l'eau. #GG. On reste dans le sillage avec Saint-Augustin Povogui également qui nous écrit sur Twitter le #GG. Vous aussi, vous pouvez continuer à le faire d'ailleurs. Le président veut nous dire qu'il ne voyait pas tout ce qui se passait sous ses yeux. Pose la question sur Twitter. Je suis vraiment navré. Il a tout simplement pactisé avec le diable, c'est-à-dire le système, et il ne veut plus se défaire de ce système. Nous restons avec Mandenka Sidafa Kamara qui nous écrit également. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe, je vous aime depuis Koloma Kambaya. Sékou Touré a dit non au référendum à l'arrivée de Prak qui veut commencer là où Sékou Touré l'a laissé, mais c'est le contraire. Le condéisme est un intérêt personnel. Que Dieu sauve notre pays, la Guinée. Le pacificateur également nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, nous sommes responsables de notre avenir, de l'avenir de la Guinée. Les politiques doivent nous rendre, nous devons exiger des comptes. Le vrai patriotisme, c'est s'intéresser et analyser en toute objectivité la gestion de la chose publique. Monsieur le Prak, la paix dans vos discours, #GG. On reste avec le patriote découragé également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, comme à l'accoutumée, notre président vient à nouveau de tenir une nouvelle promesse. Cependant, comment compte-t-il s'y prendre en sachant que les mines créent plus d'emplois dans les pays industrialisés qu'en Guinée et approvise nos terres, #GG, #TL224. On reste avec Barry Abdoulaye Fugumba également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, je pense qu'il est temps pour le président Condé de garder donc ses attaques contre-attaques pour s'occuper des crises qu'il a créées lui-même pour avoir son 3e mandat. Maintenant, il a son 3e mandat, qu'il arrête de se justifier sans rien régler. On reste avec Idrissa Diallo Tierno qui nous écrit bonjour Kotor, la mine. Et à toute l'équipe avec M. Alpha Condé, c'est toujours donc les mêmes paroles, les mêmes promesses avec toutes ces poses, voilà, je veux dire, de première pierre qu'il a fait.
Voilà, donc je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire. Hein. Youssef Sissé également qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Notre chance est que M. Alpha Condé a plus de 85 ans. Sans quoi on aurait vu pire. Pendant sa gouvernance politique, économique et sociale, M. Alpha Condé est loin d'être démocrate. #espace GG. Kourouma Ousmane nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG. Si le professeur Alpha Condé nous affirme aujourd'hui qu'il va désormais fermer les trous, nous devons nous inquiéter car cela suggère que toutes les années précédentes furent des moments de lapidation de nos biens. Qu'est-ce que vous laissez au peuple comme héritage, pose la question ce auditeur. Au souvenir, voilà, c'est bien cela. On va continuer le débat dans un instant. Nous partons en Côte d'Ivoire, évidemment. D'où nous attend qui exactement? C'est Frank Anderson Kouassi, que nous allons appeler, un des porte-parole donc du FPI de ce côté. Évidemment, Bernard nous a rejoint dans ce studio, toujours en retard. Bienvenue, bonjour. Pas du tout. Bonjour. Bonjour El Guirassi, bonjour à tous. El Guirassi, ouais. Bien. Allez. Côte d'Ivoire, on s'intéresse évidemment à cette arrivée de Laurent Gbagbo. Déjà, je voulais signaler de ce côté, mon cher Moussa, est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Oui, je trouve que qu'il y a eu quelques manifestations d'humeur. J'ai vu le représentant, j'ai vu le représentant, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à l'ampleur de l'événement, parce que c'est un événement qui a une dimension, je pense, qui va au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. Ouais. C'est l'Afrique qui regarde la Côte d'Ivoire, c'est le monde qui regarde la Côte d'Ivoire. Ouais. Celui qui rentre, c'est quand même celui qui a été arrêté le 11 avril 2011 et de la manière la plus humiliante et qui a été amené, je dirais, de force avec un concours de circonstances que tout le monde connaît, avec la bénédiction de la France et certaines puissances européennes. La bénédiction de la France. Ah oui, il a été amené à la CPI. Encore la France. Et, oui, bien sûr. Toujours parce que, la France. Non, mais dans ce conflit, comme d'habitude, dans ce conflit ivoirien, la mine, celui qui ne voit pas la main de la France est atteint de cécité. Ah ben, moi, je suis atteint de cécité. Ah non, vous êtes atteint. Ça se comprend. Ça se comprend. Oui. Vous êtes la mine, vous venez d'arriver, vous étiez où? Voilà. J'étais là. Oui, vous venez d'arriver, donc je comprends bien. La France a joué un rôle prépondérant dans cette crise-là. À chaque fois de dire la faute c'est les autres, la faute c'est les autres. Mais arrêtez. Jetez-moi la pierre, comme vous voulez. Jetez-moi la pierre. Jetez-moi la pierre. C'est moi qui va le faire. Et tout de suite. Si j'avais une pierre, je l'aurais fait. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à défendre. La France ce matin dans une histoire qui est connue de tous. Tu es d'accord avec lui? Non. Mais toujours. Même quand il a tort. Même quand il a tort. Toi, on t'a formé gratuitement. Oui, quel gratuitement? Non, mais arrêtez. Allez-y. La France a eu de la chance de l'avoir formé. Parce que la France l'a fait en langue française. Et c'est comme ça que tu nous rembourses. Oui. En plus de votre contribuable. Des grandes gueules. Je pense que les gens qui ont double nationalité dans ce pays, à un moment donné, il va falloir légiférer là-dessus et régler leurs comptes. C'est important. Du sommet à la base. Alors. Voilà. Il fallait qu'il sorte ça. Celui qui a défoncé le portail, on ne va pas refaire l'histoire, pour que l'armée de Waltra puisse avoir accès au bunker de Laurent Gbagbo, c'est l'armée française. On ne va pas refaire l'histoire, les archives sont là. Gbagbo a été éloigné de la manière la plus honteuse de la Côte d'Ivoire. C'est une crise qui a quand même coûté, qui a fait 3000 morts. Et ça, ce sont les chiffres officiels. Moi, je me rappelle en 2000, pendant qu'il y avait une trêve, quand Guillaume Soro et l'armée régulière et Laurent Gbagbo, quand ils ont fait la paix avec les accords de Marcos et autres, je me rappelle, j'étais allé en Côte d'Ivoire dans le but de rencontrer ma mère. À Diokoué, quand vous dépassez Mans, vous arrivez à Diokoué, les grandes gueules. Je dirais les forces communes, comme a montré, j'ai eu une soudaine envie de retourner en Guinée. J'ai une soudaine envie de retourner en Guinée. Vous sentiez une sorte de méfiance. Les citoyens ivoiriens se regardaient en chien de faïence. Vous sentiez que c'était une paix frêle qui allait tout de suite être ébranlée. Et c'est ce qui s'est passé quelques mois plus tard. Tous ces accords-là ont sauté. Donc je trouve que après toute cette crise, Laurent Gbagbo revient dans des circonstances que vous avez connues, acquitté par la Cour pénale internationale, en dépit de toutes les enquêtes qui ont été menées, de la Côte d'Ivoire, les témoins qui ont été déplacés depuis la CPI, en dépit de tout cela, on dit que le monsieur est innocent, acquitté. Donc il retourne en Côte d'Ivoire à cause de... En même temps, ça envoie quand même une leçon, une vraie leçon, comme quoi les politiques, mon cher ami. Mais c'est une vraie leçon. Son retour
n'est pas forcément une panacée pour dire que tout de suite la Côte d'Ivoire est réconciliée avec elle-même. Mais c'est un pas important vers la réconciliation. Parce que celui qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, qui a perdu un frère, c'est pas Gbagbo qui va, c'est pas le retour de Gbagbo qui va le réveiller. C'est une douleur personnelle que la personne ressent. Mais le retour de Gbagbo, puisque c'est parce que des Ivoiriens ont cru à son idéal, ont cru en sa valeur, qu'ils sont sortis dans la rue. D'ailleurs, à son appel, parce qu'il a dit de prendre la rue et de défendre la démocratie. Et bien ces personnes-là, avec le retour de Gbagbo, ils peuvent entrevoir une sorte de pas important fait dans le sens de la réconciliation. Amine, je trouve que c'est une grandeur. Quoi que l'on reproche à Alassane Dramane Ouattara, cet homme, il a fait son 3e mandat. Il est dans son 3e mandat comme Alpha Condé. Mais sur ce plan-là, je pense qu'il y a une énorme différence entre les deux hommes. Je vous dis pourquoi. Attendez, je finis. Il faut être très méfiant. Il faut être très méfiant. Il faut jamais. Vous allez développer votre scepticisme. Je dis bien, quelle que soit la pression de la communauté internationale, le passeport diplomatique, le passeport ordinaire qui a été donné, et tout ce qui est prévu lors de l'arrivée pour l'accueil de Laurent Gbagbo, c'est quand même au pavillon présidentiel qu'il est prévu de le recevoir. Au pavillon présidentiel avec certainement quelques membres du gouvernement et les responsables de son parti. Il garde ses privilèges. Il garde ses privilèges, Lamine. Je trouve qu'il faut quand même noter une certaine volonté d'Alassane Dramane Ouattara de permettre à ce que la Côte d'Ivoire... Depuis 2005, la loi sur les privilèges a été votée en Côte d'Ivoire pour les chefs d'État. Donc ce n'est pas l'apanage de Alassane Dramane Ouattara. Moi, ce que je veux dire, c'est un droit pour Gbagbo de rentrer chez lui. Les lois existent, leur applicabilité aussi existe. Je pense que dans ton propre pays, il y a tellement de lois sur les droits qu'on doit accorder aux opposants. Ces lois-là sont bafouées. Même l'accès aux médias publics. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas une loi là-dessus pour que les opposants puissent avoir au même titre que les gens de la mouvance accès aux médias publics. C'est une loi qui existe. Elle est violée. Donc on ne va pas aller sur les textes. Celui qui a la bonne foi de les appliquer, il faut noter que c'est une bonne foi. Il faut noter que cela est fait. Donc il sera reçu au pavillon présidentiel. On va voir les images dans un instant. Alors Lamine, ce que je voudrais dire, c'est que quand on veut faire la paix dans un pays, on ne jette pas une petite pierre dans l'océan pour dire... Il quitte Bruxelles, évidemment. Les images, normalement, à la régie, on doit voir les images. On ne fait pas comme on le fait chez nous ici. On met en place un cadre permanent de dialogue et ensuite on regarde faire. Du côté de Bokeh, on dit, celui qui déconne, tu vas à Coranti. Celui qui fait ça, tu vas à Coranti. Celui qui fait... Mais Lamine, c'est un semblant de paix que nous recherchons dans notre pays. La véritable paix passe par des actes forts. Alassane Dramane Ouattara a posé un acte fort en favorisant, en facilitant le retour de Koudou de Laurent Gbagbo. Bien. Moussa Moïse Silla, évidemment. Le numéro 10. Allez-y, mon cher ami. Moi, je veux commencer par dire que l'histoire de Laurent Gbagbo est bien sûr liée à celle de Alassane Dramane Ouattara. C'est à un certain moment, c'est l'expression d'intrigue diplomatique. D'intrigue? Oui, de bout en bout. De bout en bout. Quand la crise éclate, et bien avant, hein, sur tout ce que vous savez, depuis avec la question de l'ivoirité, parce que c'est les prémices avec Bédier jusqu'au bout, depuis ces questions, parce que c'est de là finalement que la crise commence véritablement en Côte d'Ivoire. Mais Alassane Dramane Ouattara, opposant, obtient, bien sûr avec l'accord de Gbagbo, d'avoir un président de l'institution électorale indépendante qui lui est plutôt favorable, même si il venait du PDCI. On va proclamer des résultats. La CEI proclame des résultats. Mais le Conseil constitutionnel, justement, qui doit... Excuse-moi, du côté de la régie, hein, si on est près de ce côté, on voit à l'instant T Laurent Gbagbo, évidemment, qui prend son avion du côté de Bruxelles, évidemment, prêt donc à embarquer pour la Côte d'Ivoire, donc pour Abidjan, à l'instant T. Allez-y, mon cher Zach. Absolument, c'est évidemment un grand moment. Même ces images, c'est empreint d'assez d'émotion, comme nos téléspectateurs, on peut le sentir. En tout cas, moi, je le sens de cette façon-là. J'imagine que d'autres comme moi vont le ressentir. Mais pour revenir au sujet que nous avions, donc il obtient cela. Et il obtient même
que le Conseil constitutionnel ne s'impose pas à l'intérieur d'un territoire, donc à l'intérieur d'une république, que l'institution qui doit confirmer ou infirmer une élection ne puisse pas faire entendre sa voix. Alassane Dramane Ouattara obtient cela. Tout en étant encore opposant, il obtient les signatures et, si vous voulez, tous les cachets de la République, avant même qu'on l'ait intronisé. En étant à son palais du Golfe. Tout ça avec l'aide de la France. Maintenant, il y a eu des cas de mort. On a eu Guillaume Soro ici. On posait la question qui était derrière la rébellion, même si on a notre petite idée derrière la tête. Qui faisait... on a vu Guillaume Soro, chef rebelle, mais il combattait pour qui? On posait la question à Guillaume Soro qui nous disait, écoutez, pour le moment, je ne souhaite pas intervenir là-dessus. Pire, Alassane Dramane Ouattara va quand même rencontrer Ocampo, le juge Ocampo, par plusieurs fois sur la question de Laurent Gbagbo. Et puis après, on obtient son extradition vers la Cour pénale internationale. Le dossier est fait de cette façon-là. Vous vous rendez bien compte, Ouattara, lui-même, chef de l'exécutif ivoirien, qui va rencontrer un juge. C'est une justice qui est présentée comme la justice des justices, qu'on ne peut pas inféoder à un régime quel qu'il soit. Il y a eu toutes ces intrigues autour, jusqu'au point où Nicolas Sarkozy, je ne sais pas comment ça lui est arrivé, qui va affirmer, nous avons, le terme qu'il avait utilisé, c'est, je crois, nous avons sorti Gbagbo et installé Ouattara. Bien sûr, dans le cadre d'une action internationale. Alors, ce Ouattara arrive quand même, et puis c'est la chasse. Tu voyais tous les opposants sortir par les fenêtres. Quand ils entendent que Gbagbo est pris, tout le monde fuit. Le Ghana tout près va en abriter plusieurs. Et puis, vous voyez par la suite qu'ils vont se retrouver, certains en Guinée, d'autres en Europe. C'est ce qui va se passer sous Ouattara. Je ne parle pas d'autres formes de violation de droits humains que l'on peut avoir. Moi, je ne le salue pas. Moi, je ne peux pas saluer Ouattara sur ce cas spécifique. Parce que je crois que tout ceci ne participe qu'à embellir, si vous voulez, à réparer une image qui a été quand même assez détruite sous son règne là. Ouattara, c'est la France. C'est foncièrement politique. Mais absolument. Je pense que ce monsieur, c'est quand même la... Peut-on dire que c'est rien? C'est la France-Afrique. Non, peut-on dire que c'est rien du tout? Moi je dis, je veux terminer. On n'est pas obligé de le saluer, mais est-ce qu'on peut dire que c'est rien? Moi je veux terminer. Tu as eu ton temps de parole, je ne t'ai pas arrêté. Là tu m'arrêtes là. Moi je ne le félicite pas. Je ne le félicite pas. Et puis il a compris que vous avez envoyé le monsieur à la justice internationale. Et puis on a dit, le monsieur là, on n'a rien contre lui. On ne peut pas le condamner une fois. On le prend malgré tout, il y reste. Mais après on dit, lui là, définitivement, il faut le laisser en paix. Mais s'il est acquitté par la justice internationale, logiquement, qu'est-ce que vous faites? Ça c'est la logique. Il rentre chez lui. C'est la logique. Maintenant, combien d'opposants ne sont même pas condamnés? Ils sont contraints de rester loin de leur pays. En fait, c'est la sociologie. Non, permets. Je t'ai écouté de ça. Politique, il faut saluer la détente politique. Parce que même les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec vous. Mais je t'ai écouté. Ceux qui sont à l'aéroport là, qui vont applaudir pour le ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, eux ils pensent que c'est quand même un jour pas comme les autres. Tu permets que je termine? Non, parfait. Donc alors, moi je veux terminer quand même sur une chose, encore une fois, un monsieur que vous avez envoyé à la justice pour qu'il y soit condamné, c'est l'objectif. Il ne l'a pas été, logiquement, il rentre dans son pays. Ouattara sait qu'aujourd'hui en faisant ça, tout le monde va dire c'est un acte, c'est un réconciliateur. Il va certainement s'inscrire, comme Moussa le croit déjà, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais je termine en disant que pour moi, la politique dans ce feuilleton Ouattara, Laurent Gbagbo, mais si vous voulez, c'est un amas de vanité. Ce monsieur a été envoyé là. Aujourd'hui, il est présenté comme un grand monsieur. Il rentre dans son pays. Il a perdu 10 années de sa vie. 10 années pendant lesquelles il ne va pas assister aux obsèques. On sait ce que ça veut dire, aux obsèques de sa mère. 10 années perdues à cause de cette histoire politique. Plus de 3000 âmes perdues dans ce conflit-là. Vanité des vanités, à mon avis, encore une fois, tout est vanité dans ce conflit. Et après, on va les acclamer parce qu'il y a des pro-Gbagbo qui sortent, des pro-Ouattara qui disent Gbagbo doit être encore mis en prison. Finalement, c'est encore le peuple ivoirien et je pense que la Guinée doit s'en inspirer, les autres nations doivent s'en inspirer. Ces politiques-là, ces politiques, vous mourrez pour eux, vous allez voir ce qu'il en est. Voilà, allez, en direct sur Espace Diba, je vais revenir dans un instant. Nous avons donc Fernand Dédé en direct sur les grandes gueules. Bonjour Fernand, bienvenue sur Radio Espace.
Alors, Fernand, bonjour, merci de répondre à nos questions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la population, en tout cas en partie, attend cette arrivée de Laurent Gbagbo au pays. Dites-nous aujourd'hui, quelle est l'atmosphère de ce côté ce matin d'abord? L'atmosphère est à la fois lourde et joyeuse. Les partisans de Laurent Gbagbo sont joyeux. Ils ont souhaité se rendre massivement à l'aéroport de Koboyi pour accueillir leur leader. La police, depuis très tôt ce matin, a bouclé tous les accès donnant à l'aéroport Félix Koboyi de Port-Boué. Et donc, on a noté le jeu de la gaz lacrymogène lancé par la police ou la gendarmerie pour repousser donc les manifestants ou les militants, les partisans de Laurent Gbagbo qui souhaitaient se rapprocher de l'aéroport Félix Koboyi, surtout que sur les réseaux sociaux, eh bien, les premières images du décollage de l'ex-président ont fusé. On le voit en train de monter à bord de l'avion de ligne de Festival Airlines. Et évidemment, cela a prêté d'occuper leur enthousiasme de leur président, qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans et qui a été acquitté par le tribunal pénal international. Voilà. Franck, Dédé en direct. Allez-y, ma femme. Alors, parlant de ce retour, on sait que le nœud du problème aura été la mobilisation. Ceux du FPI qui s'attendaient, qui voulaient une mobilisation, et le pouvoir qui demandait à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup pour éviter des perturbations. Qu'en est-il ce matin? Est-ce qu'il y a des perturbations? Et est-ce qu'il faudra s'attendre, contrairement à ce que le pouvoir voulait, à une forte mobilisation des sympathisants de Gbagbo? Alors, écoutez, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié sont les pions essentiels depuis près de 30 ans maintenant qui animent la scène politique en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un maître de terrain, absolument, tout le monde le sait. C'est un homme qui draine des foules énormes en tant qu'opposant, en tant que chef de l'État. C'est un homme, on va dire, du peuple qui a l'habitude de rappeler d'où il vient, enfant de de familles modestes, qui a grimpé les échelons et qui a été le principal opposant de Félix Koboyi, qui a été en 90, qui a été le seul à s'opposer à Koboyi. Donc il reste dans la conscience populaire comme le principal opposant à Koboyi, qui draine des foules. Pareil pour Alassane Ouattara, c'est pareil pour Henri Konan Bédié. Alors l'arrivée de Gbagbo Laurent 10 ans après, quand on regarde les conditions dans lesquelles il est parti, quand on regarde la mobilisation de ses partisans qui ne l'ont jamais abandonné pendant ces 10 ans qu'il est resté hors du pays, dans les sphères de la CPI, il est évident que son retour galvanise. Ils sont mobilisés, ils sont enthousiastes, ils sont joyeux. Il y a évidemment des échauffourées, c'est un peu normal également à ce niveau. Beaucoup souhaiteraient être à l'aéroport, beaucoup notamment partir de leur quartier ou des villes même de l'intérieur du pays. Eh bien, il y a un fou malheureusement à ce niveau. Le gouvernement ivoirien ne s'oppose pas à l'arrivée de Laurent Gbagbo. Le gouvernement a annoncé hier à l'issue du Conseil des ministres prendre toutes les dispositions pour encadrer l'arrivée de Laurent Gbagbo. Le parti de Laurent Gbagbo a publié là également un communiqué pour demander à ses militants de se retrouver au siège basé dans le quartier de Cocody à Toban. Et vous comprenez bien que l'enthousiasme est débordant. Chacun voudrait être le premier à l'aéroport. Et il y a des échauffourées. On a sorti des gaz lacrymogènes qui ont donc été inhalés par certains manifestants, gaz lacrymogènes lancés par la police ou la gendarmerie. Bien. Franck, en direct ce matin chez les juges, allez-y. Fernand, Dédé, on a appris hier que l'épouse de Gbagbo, Simone, aurait été interdite de venir accueillir son époux par des proches de Gbagbo. Est-ce que vous le confirmez? Et dites-nous, on a appris la mort d'un jeune motard dans la commune d'Abobo. Parlez-nous un peu de l'ambiance et des violences qui ont eu lieu pour l'accueil de Laurent Gbagbo.
Écoutez, c'est vrai que Gbagbo Laurent est président, mais il reste un homme. Sa vie de couple devait rester au niveau de sa vie de couple. C'est vous, c'est moi, c'est un autre. Chacun a sa vie de famille. Cela devait rester à ce niveau. Je n'ose pas m'aventurer sur ce terrain. Je sais cependant que l'un des avocats de Simone Eidé Gbagbo, celle dont vous parlez, a annoncé hier qu'elle a été officiellement informée de ne pas se rendre à l'aéroport. Eh bien, ça fait partie du jeu de scène dans le parti de Laurent Gbagbo. On verra bien à son arrivée ce qui va se passer. Deuxième possibilité, deuxième question que vous posez, oui, il y a des échauffourées. Il y a un groupe qui se réclame victime de la crise post-électorale qui a décidé de s'opposer à l'arrivée de Gbagbo Laurent à Abidjan. Évidemment, cela relève de la police ivoirienne, de la justice ivoirienne, de pouvoir interpeller les uns et les autres pour mettre fin à ce débordement. À partir du moment où le chef de l'État lui-même, Alassane Ouattara, a annoncé publiquement et solennellement qu'il Laurent Gbagbo et Blaise Didier peuvent rentrer dans leur pays, il a même dit que l'État de Côte d'Ivoire mettait en place le dispositif pour assurer les frais de voyage de Laurent Gbagbo et de sa famille. L'État de Côte d'Ivoire était même prêt à mettre à disposition de Laurent Gbagbo les moyens de voyage. Eh bien, il est incongru que des personnes se réclamant évidemment de ce parti s'opposent à la décision du président. Mais c'est tout ça fait partie du jeu politique. Je trouve personnellement que cela est normal. Mais ça va se régler. La police est sur le terrain, le gouvernement ne s'est pas opposé. Ça va se régler très, très rapidement. Voilà. Franck Anderson en direct. Ma dernière question, mon cher Tamba, s'il te plaît. Alors, dernière question en deux. Franck, alors nous avons... Nous avons pu lire pas mal de choses sur les actions qui ont été entreprises pour faciliter le retour de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a un nom autour de ces démarches? Et puis, finalement, ce qui va aussi occuper les réflexions, c'est quel va être l'avenir, quelles sont les perspectives pour M. Laurent Gbagbo qui entre dans un pays où il est sous le coup de la justice pour faits économiques. Il y a pas mal de partisans, d'anti-Gbagbo qui demandent déjà qu'il soit arrêté. Vous, de votre œil d'éditorialiste, comment vous analysez, comment vous entrevoyez l'avenir de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire? Alors, il faut déjà laisser Laurent Gbagbo arriver. Vous savez, en 10 ans, il a perdu énormément de personnes pour lesquelles il faudra déjà s'incliner sur les sommes, sur les mémoires, penser à se remettre en selle parce que le pays a évolué. Ça fait 10 ans. Il va déjà découvrir un pays qui a progressé au plan des infrastructures routières. C'est un bilan positif d'Alassane Ouattara. Il a beaucoup développé les infrastructures routières. Laurent Gbagbo va le découvrir. Ensuite, s'incliner sur la tombe de sa mère qui est décédée alors qu'il était détenu à la CPI. De plein, beaucoup de ses sympathisants, beaucoup de cadres de son parti sont décédés en exil. Alors les corps ont été ramenés à Abidjan. Ensuite, il va retrouver un parti politique, son parti politique, le Front populaire ivoirien, qui est complètement décomposé en mille morceaux. Il y a un morceau tenu par Pascal Affi-Dessin, qui était le président de ce parti au moment de la crise post-électorale. Ensuite, il y a aujourd'hui Affi-Dessin qui se positionne. Il y a Assoadou qui conduit la frange proche de Laurent Gbagbo. Il y a la vice-présidente Simone Eidé Gbagbo, parce que en 2003, quand j'ai posé la question banale, qui me semblait banale pour moi, à Laurent Gbagbo, qui est donc Simone Gbagbo pour vous? La réponse a fusé tout de suite. Il a dit: Simone, c'est d'abord ma camarade militante avant d'être mon épouse. Et il avait ajouté à l'époque, si Simone n'était pas une Gbagbo, j'aurais pu la nommer Premier ministre, simplement. Autant dire que Simone n'est pas que l'épouse de Laurent Gbagbo, c'est une militante politique de très 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 grande valeur et qui est respectée dans ce parti. Alors voilà le parti que Laurent Gbagbo va déjà trouver en place. Il faudra le reconstituer, le remettre en selle, ensuite ouvrir les portes de la réconciliation, du dialogue. Il a dit lui-même, Laurent Gbagbo, le 29 octobre 2020, quand le pays semblait
courir vers un désastre électoral, il a appelé les différents partis à s'asseoir, à discuter, à dialoguer pour la réconciliation nationale. Laurent Gbagbo arrive donc en Côte d'Ivoire et son arrivée devrait booster la réconciliation dans ce pays. Bien. Merci beaucoup en tout cas Fernand d'avoir accepté notre invitation ce matin du côté d'Abidjan. Vous nous regardez d'ailleurs de ce côté sur les bouquets Canal+. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Tous les matins également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous allons joindre l'autre porte-parole du FPI. C'est bien sûr Franck Anderson Kouassi que nous allons joindre dans un instant. Mon cher Diba, on a écouté ce territorialiste, je parle de Fernand Dédé. Oui, tout à fait. Gbagbo, pour lui, c'était le chien non manquant à la réconciliation nationale. Ouais. Donc, il rentre chez lui. Moi, je l'avais dit, il ne rentre pas parce que tout simplement, il y a une volonté de conciliation de la part de Alassane. C'est parce que c'est les circonstances qui l'imposent. Aujourd'hui, il a été acquitté, donc naturellement, Gbagbo, il rentre chez lui. Donc, je pense que c'est pas parce qu'il y a une volonté d'aller vers un dénouement ou une détente que cette décision elle est prise. Beaucoup même disent aujourd'hui que c'est un retour forcé. Parce que n'oubliez pas que si il est de l'autre côté, en partie, Alassane Dramane Ouattara a une responsabilité engagée. Évidemment. Il attendait un appel depuis Bruxelles lorsqu'il a dit publiquement que Gbagbo peut rentrer au pays, mais Gbagbo ne l'a pas appelé. Donc aujourd'hui, les relations entre les deux hommes sont toujours conflictuelles. Son entourage dit que Alassane peut-être au fond de lui n'a pas aimé cette attitude parce que les négociations se font entre par personne interposée. Donc ça veut dire qu'il y a toujours le problème, il est là, la crise elle est latente. Maintenant, le retour de Gbagbo, il y a des scénarios qui sont possibles. Ouais. Il rentre, il est sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite de casse de la BCAO. Les victimes demandent à ce qu'une fois à l'aéroport, qu'il soit arrêté et qu'il puisse sa peine. Ouais. Le parquet estime qu'il faut être dans une dynamique au jour de réconciliation. Condamner Gbagbo, c'est de jeter l'huile sur le feu. Maintenant, Alassane, il a les cartes en main. Si aujourd'hui, il veut que Gbagbo ne soit pas candidat à une élection présidentielle à Côte d'Ivoire, il a la possibilité, parce que n'oubliez pas qu'il avait fait l'amnistie en 2018 pour une centaine de personnes, 800 personnes à peu près condamnées, notamment la femme de Gbagbo à l'époque, Michel Gbagbo, et Simone Gbagbo, pardon, sans compter qu'il y a certains co-accusés de Gbagbo qui ont bénéficié de l'amnistie, sauf les militaires et ceux qui étaient devant la Cour pénale internationale, notamment Gbagbo. Aujourd'hui, son entourage demande à ce que l'amnistie soit étendue également à Gbagbo, parce que le fait d'être acquitté, il change de statut, donc il peut aussi bénéficier de l'amnistie. Donc Alassane, on l'attend à ce qu'il prenne une décision officielle pour dire, bon, il est amnistié. Lorsqu'il est amnistié, non seulement ça lui permet d'être candidat à une prochaine élection, et donc l'accusation saute de son casier judiciaire. Bien. Maintenant, lorsqu'il est gracié, il peut ne pas être condamné, mais il perd ses droits civils et politiques, donc ça veut dire qu'il ne pourra pas se présenter à une élection. Et l'autre aspect qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a un joker que Alassane dispose, c'est de demander à Gbagbo de renoncer aux élections pour ne pas qu'il y ait une condamnation par la suite. Donc l'un dans l'autre, je pense qu'il rentre, mais ce n'est pas la fin de la crise, parce que entre les deux hommes aujourd'hui, il faut qu'il y ait la paix des braves, mais en même temps résoudre cette question de condamnation de Gbagbo pour 20 ans de prison pour ne pas que ça soit une menace. Voilà. Allez-y, Daouda Mohamed, pardon. Non, moi je crois aujourd'hui, c'est vrai que Alassane fait beaucoup, mais moi je ne rentrerai pas dans un scénario de comparaison avec tel président, tel autre président. Mais ce qui reste clair aujourd'hui, Gbagbo rentre. Il rentre au pays. Comme on le dit d'ailleurs, l'enfant du pays qui rentre. Est-ce que fondamentalement, ça vient taire tous les problèmes? Ça, je me dis non. C'est la vraie question. À l'instant T sur Espace TV, on a les images évidemment de l'avion, entre autres, Gbagbo, évidemment, qui s'apprête à s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Allez-y, mon cher ami. Donc, ça ne vient pas fondamentalement taire tous les problèmes qui existent. Parce que d'un côté, il y a ceux qui s'estiment victimes de Gbagbo, qui veulent que la vérité soit dite. De l'autre côté, d'autres s'estiment également victimes de Ouattara, mais puisque le pouvoir étant aujourd'hui du côté de Ouattara, il va être difficile pour ces victimes d'être rétablies dans leurs droits. Ils attendent de savoir quelle va être l'attitude de Ouattara désormais, une fois Gbagbo sur le territoire ivoirien. Est-ce que la justice va continuer? Et de l'autre côté, il faut s'attendre à la formation
de groupements de victimes et qui se réclament du côté de Gbagbo. Ça veut dire maintenant le pays va être sous un choc. La gouvernance va devenir difficile pour Ouattara lorsque la machine de justice va se réveiller contre Gbagbo à sa rentrée au pays. À l'exil, ça pouvait se passer, les gens peuvent se résigner du côté de la Côte d'Ivoire ne voulant pas être là, mais une fois Gbagbo sur le territoire, il faut dire que si la machine de la justice du côté de Ouattara est réveillée contre Gbagbo, il ne faut pas s'attendre à l'accalmie, il ne faut pas s'attendre vraiment à la paix. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il faut toujours s'attendre à des petits mouvements de crise, à des petites revendications, parce que la manifestation va se faire. Mais moi, je me demande bien, et parce qu'on dit, est-ce qu'il va continuer, il va reprendre ses activités politiques et autres. Tout dépend d'abord de la première ou des premières semaines qu'il va passer. Qu'est-ce qu'il aura comme échange avec les autorités sur place, et quel autre conseil va lui être donné. Voilà, quel autre conseil va lui être donné? Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce qu'il faut être conseiller ou président d'honneur du parti? Tout cela va se discuter sur place. C'est un panier à crabe. Non, c'est un panier à crabe parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que Ouattara a gagné. On ne peut pas dire que Gbagbo a gagné. Aujourd'hui, il faut retenir les souffles pour attendre de savoir qu'est-ce qui peut advenir les semaines, les mois à venir. Voilà, justement, on n'arrive pas à joindre l'autre invité du côté de la Côte d'Ivoire. Le temps pour notre invité Fatou Baldé de nous rejoindre dans ce studio. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, il y a une question qui subsiste et Gbagbo jusque-là tient à cela, c'est qui a gagné les élections en 2010. Jusque-là, il persiste, il signe qu'il a été vainqueur de ces élections. On n'a pas compris pourquoi dans cette poursuite judiciaire, il n'y a qu'un seul camp qui a payé les frais de la crise post-électorale, le camp Gbagbo. Gbagbo et Blé Goudé ont passé 10 ans pour l'un et 8 ou 9 pour l'autre. Aujourd'hui, le camp Alassane, la question a été posée une fois à Guillaume Soro sur le plateau de Alain Foucault dans débat africain. Il a esquivé la question en disant qu'ils ont agi en légitime défense. Ce sont eux qui, à l'époque, étaient maîtres du pays et que les éléments de Gbagbo, puisqu'il n'a pas été vainqueur des élections, ont agi en agresseur, en rebelle. Et donc pour lui, c'est le camp Gbagbo qui a été fautif, c'est pourquoi ils ont été poursuivis. Il y a eu un charnier, Moussa l'a rappelé tantôt à Diokoué, un charnier de plusieurs morts qu'on a enregistré de ce côté. Il y a eu beaucoup de morts, 3000 morts, ce n'était pas que dans un seul camp. Jusque-là, je me pose des questions sur les raisons véritables pour lesquelles il n'y a qu'un seul camp qui a été poursuivi et non l'autre. On a compris avec la rencontre entre Alassane et Louis Morono Campo, à l'époque procureur à la CPI, on a compris qu'il y avait une certaine corrélation entre les deux hommes et on a eu comme l'impression que c'est la justice des vainqueurs qui a pris le dessus, les plus puissants ont pris le dessus. Le retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, pour moi, est une contrainte pour Alassane. Je ne nie pas son bilan. Son bilan, il est élogieux. Il a un bilan sincèrement positif. Je l'ai constaté, je l'ai vu, mais ce n'est pas là la question. Attendez. Le bilan sur l'infrastructure. Merci Tamba pour le mot. Le bilan infrastructurel, il est élogieux, il est beau. Mais le bilan en termes démocratiques, en termes des violations des droits de l'homme, le bilan il est chaotique, il est catastrophique. Alassane règle des comptes, il règle des comptes avec la justice. Hier, je vous le rappelle, il a condamné Guillaume Soro à la perpétuité hier. C'est l'arme qu'il a sous la main pour régler les comptes à ses opposants. Guillaume Soro est à l'exil aujourd'hui. Bédier, étant malade, ne peut plus rien faire. Gbagbo revient au pays. Gbagbo sera contraint de faire de la politique parce qu'il doit laver son honneur. Merci a été beaucoup, bafoué. Antoine. Et je vous rappelle, Lamine, en 2025, il sera candidat certainement et je le soutiendrai. Bien. Allez, Antoine Kourouma. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace TV Guinée. Tous
les matins sur Radio Espace, en simultané évidemment sur Espace TV également. Merci à vous tous à l'international. On parle de vrais gens dans cette émission ce matin. Mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran, Madame Fatou Baldé Yansane, présidente donc de COFEL. Elle est notre invitée ce matin. On parle d'un sujet qui nous intéresse, mon cher Moussa Ouissil. C'est important, vous savez, mais Madame Yansane, bonjour. 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 Bonjour à tout le monde. Ça fait un bon bout de temps tout de même qu'on ne l'entend pas, cette brave dame qui était à cheval sur l'actualité politique, économique et tout. Il y a eu un silence. Ça s'explique par quoi? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous étiez du côté du Mali. Oui. Ah, vous êtes allé prendre part à l'investiture de Goïta. Oui. Ah, elle militaire. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous. Bon. Allez, bonjour à tout le monde, bonjour aux auditeurs. Bonjour madame. Je suis très heureuse de vous retrouver, ça fait un bail. Ouais. Vous savez, il faut savoir prendre du recul, observer. Quand vous parlez toujours, vous finissez par radoter. Ouais. Et quand vous avez en face des personnes qui sont sourdes aux interpellations, vous observez. Ouais. Vous observez et au moment venu, vous reprenez le flambeau, vous exprimez. Donc, ce n'est ni une démission, ni autre chose. En plus, je m'occupe beaucoup actuellement d'activités de développement à la base, notamment la santé communautaire, l'autonomisation. Ça me prend énormément de temps et c'est des résultats que j'observe tout de suite sur le terrain. Donc, les débats infructueux, là, je m'en éloigne un peu. Jusqu'à ce n'est pas une démission, hein, voilà, il faut le rappeler. Parce que de toute façon, quoi qu'on dise, hein, vous êtes d'abord une activiste de la société civile, c'est très important. Même s'il y a un peu de cacophonie, en tout cas, de ce côté, hein, c'est très important. Et même dans la société civile, elle a pris un recul. Pourquoi? Oui, en fait, je n'ai pas pris de recul. Attention, je représente la société civile à des niveaux très élevés. Je participe à des rencontres de très haut niveau et donc je reste toujours, mais c'est que c'est le débat de base, c'est activisme et tout. Voilà. Donc, de problèmes de développement à la base. Actuellement, je travaille beaucoup sur la santé, l'autonomisation et à chaque fois que la société civile... Pourquoi ce choix? Ce choix, parce que j'ai constaté tellement de défaillances au niveau du système de santé que j'ai dit que la première ressource d'un pays, c'est d'abord les ressources humaines. Les diamants, le pétrole, tout vient après. Il faut qu'une population saine, valide, qui peut impulser le développement. Sans ressources humaines bien portantes, on ne peut rien faire. Lamine, avant de passer rapidement, peut-être cette question. Une deuxième question en suspens. C'est vrai qu'on parle de la société civile, sa société civile qui doit s'inviter. Vous parlez de débats infructueux. Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière un peu galante de s'éloigner de ce débat? Pourtant, on demande aux gens de parler, de dire ce qui ne va pas. Comment vous éloignez? Je pense que j'ai dit tout ce qui n'allait pas. Ma position ici, je crois qu'en 2019, on était là encore, on parlait de changement constitutionnel, de troisième mandat et autres. Les archives sont là, il suffit d'aller sur votre page YouTube. Je reste sur cette position et je reste solidaire de toutes ces personnes qui sont victimes d'injustice. En clair? De ces personnes arbitrairement détenues. Je reste solidaire et je continue le combat pour l'instauration d'un état de droit. La prise du pouvoir par les armes. C'est quand même des militaires qui sont à la tête du Mali. Goïta, c'est le chef de la junte, quoi que l'on dise. Vous valorisez, vous faites la promotion de toutes les valeurs démocratiques. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre lien avec ce régime? Premièrement, je vais vous dire, en 2008, j'ai bénéficié d'une naturalisation exceptionnelle du président ATT qui m'a octroyé un certificat de nationalité et j'ai un passeport, je vote au Mali. Je suis une citoyenne malienne. Et je vous dis, les liens de sang, la famille maternelle de ma mère est d'origine Bambara et Soninké. Donc, j'ai un lien de sang et un lien de citoyenneté avec le Mali. Vous savez, il y a des principes. Il ne faut pas les transgresser, c'est vrai. Mais je n'ai pas pu digérer que des présidents élus partent au Tchad, valider l'assassinat d'un président en exercice et soutenir la transition qui se passe au Tchad. Pendant ce temps, au Mali, c'est un président mal élu qui n'a jamais su donner la réponse à la demande populaire et qui a provoqué le chaos jusqu'à ce qu'il soit dégagé. Et on envoie, je vais vous dire, Bandaou, c'est l'ami d'enfance du père de Assimi Goïta. C'est un militaire bien qui a pris sa retraite, mais c'est un officier de l'armée malienne. Par confiance ou par
idée de dire qu'il peut mener la transition, il l'a amené pour qu'il soit le président de la transition. Au lieu de s'atteler à faire la transition et quitter très vite, leur préoccupation c'était de dégager maintenant les militaires. Ils sont allés faire composer le gouvernement et tout le monde était d'accord. Au moment d'aller signer, ben, comme vous savez toujours les mauvais exemples, ça se répète partout. Ils sont allés falsifier, enlever les noms des hommes de Assimi Goïta pour mettre les leurs, pour les écarter parce qu'il y a eu des racontars à Paris qu'ils veulent appeler les Russes et pititi et patata. Bref, le jeune, il s'est servi de la charte de transition pour dégager Wan et Bandao. C'est-à-dire que la charte qui a été validée, il s'est servi de ça, où on lui attribuait des prérogatives. Il s'est servi de cette charte pour dire aux gars, vous avez failli à la convention, il faut quitter. Un vice-président qui en avait un président. C'est quand même mais c'est un président quand même, c'est ce vice-président quand même qui a occasionné l'arrivée du président. Je sais. Et là je vais vous dire, j'ai écouté le discours. S'il est appliqué à la lettre, c'est bien, mais si au bout du temps imparti, le colonel ne quitte pas, vous me verrez encore là-bas dans la rue, derrière le M5, en train de dire il faut faire les élections et dégager. Alors, moi j'ai envie de réagir à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez de Ibeka qui a provoqué une situation de chaos, mais Ibeka n'est pas seul comptable du chaos malien. C'est toute une histoire que ce chaos a au Mali. C'est une première chose. Il était suffisamment mûr politiquement. Si vous permettez, il a occupé des hautes fonctions lui permettant de faire la lecture lucide de la situation au Mali. Tout cela je comprends, mais quand vous avez en face des institutions assez déliquescentes, un territoire assez vaste, avec des ressources limitées, est-ce que finalement et tout ça à le mettre sur le dos de Ibeka, est-ce que ce n'est pas un peu facile? Et puis de là à valider un coup de force qui est par nature antidémocratique, est-ce que vous pensez que ça ne pose pas mauvais précédent? Est-ce qu'il n'y a pas un piège à accepter ce type d'action? Vous chercherez dans toutes les archives, je n'ai pas réagi. Parce que je trouvais que même s'il était mauvais, et c'est ça la vérité, mais je n'ai pas réagi. Il lui restait peu de temps. À ATT aussi, il lui restait peu de temps. Ok? Mais, lorsqu'on a mis des gens, on appelle des civils, venez faire la transition. Au lieu de faire une transition, de s'atteler à ça, on se met dans des jeux d'intérêt pour écarter. Mais à force de changer et écarter, on retarde la transition. Donc démocratiquement, vous pensez que les coups d'État peuvent servir la démocratie? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ce matin? Non, les coups d'État ne peuvent pas servir la démocratie. Et vous savez, c'est toujours l'échec de la réponse politique à une question donnée qui donne la possibilité à un militaire de surgir sur la scène. Sinon, il n'est pas fait pour ça. L'armée n'est pas faite pour prendre le pouvoir. Mais c'est toujours l'échec de la réponse politique à une question donnée qui donne l'appétit aux militaires. Voilà. Et c'est dommage. Et donc c'est légitime? Non, c'est pas légitime. Vous trouvez que ça... Non, c'est pas légitime. Les grandes gueules. Fatou Baldé Yansane avec nous dans ce studio. Mesdames et messieurs, on parle évidemment de sujet, ce qui vous amène d'ailleurs dans ce studio parce que c'est très important. C'est important. Voilà. Vous savez, la scène politique, elle peut être drépanocytaire. C'est la même convulsion, la même glace. Voilà. Allez-y, Moussa. Voilà. Donc, on parle d'un sujet d'actuel, un sujet important, un sujet de santé publique. Quand je vois des proches qui sont atteints de drépanocytose, et qu'il m'explique un peu comment ça se manifeste, j'ai du mal à comprendre. J'en connais qui travaillent ici également et tout. Expliquez-nous, c'est quoi cette maladie et comment ça se manifeste aujourd'hui? Alors, la drépanocytose, ou la déformation des globules rouges dans l'organisme, est une maladie génétique. C'est la première maladie génétique au monde. C'est-à-dire qu'elle se transmet du père ou de la mère à l'enfant. Il arrive que on soit un porteur sain, c'est-à-dire que le taux de globules affectés est tellement minime dans l'organisme que la fossilisation ne peut pas créer des crises. Ça, ce sont les porteurs sains. Donc, ils sont porteurs du gène S, mais ne manifestent pas de maladie. Alors, de l'autre côté, si vous prenez une personne qui aussi porte le gène S et que vous vous mettez ensemble, quand vous faites des enfants, la probabilité de faire 50% de vos enfants porteurs du gène S est très élevée. Alors, si les enfants sont des AS, comme vous et votre
conjoint, ça peut encore passer. Mais s'il leur arrive de prendre le gène des deux côtés, ce qu'on appelle les SS homozygotes, leur vie devient très pénible. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, le sang, le composé principal du sang, c'est d'abord le plasma, les globules blancs, les globules rouges. Les globules blancs, c'est le système de défense immunitaire. C'est-à-dire que plus vous avez les globules blancs en quantité, qui se portent bien, vous avez un système immunitaire qui répond rapidement. Les globules rouges ont pour rôle de transporter l'oxygène des poumons vers les autres organes et d'extraire le CO2 pour que vous expiriez. Alors, vous comprenez que lorsque le transport d'oxygène vers les organes vitaux est affecté par du fait de la drépanocytose, les enfants, les organes se fatiguent et l'enfant tombe malade. Ça se manifeste par des douleurs articulaires. Et l'autre aussi aspect, c'est que les globules rouges ont une durée de vie très courte. C'est ce qu'on appelle la dégénérance des globules rouges. Et c'est la rate qui reçoit les globules rouges qui sont hors d'utilité de l'organisme. Donc, c'est que vous voyez souvent les enfants, ils ont un gonflement au niveau de la rate et ça leur fait des crises très douloureuses. S'ils sont pris en charge, aujourd'hui la science a évolué pour qu'ils puissent vivre comme une personne AS normale, mais si ce n'est pas fait, leur durée de vie ne peut pas excéder 10 ans. Justement, allez, on parle d'un seul centre et c'est privé en Guinée. Le centre, il n'est pas... En fait, c'est un centre social. C'est un monsieur, Dr Mamadi Dramé, qui a fait ses études en France et il a commencé à travailler à l'hôpital Henri Mondor. Donc, qui a reçu tellement d'enfants drépanocytaires qui venaient d'Afrique au sud du Sahara, qu'il s'est dit que rester là-bas, alors qu'il y a d'autres médecins compétents, c'était une perte de compétences et une perte de valeur ajoutée pour la Guinée. Il a décidé de rentrer et il a été appuyé par des personnes de bonne volonté. Il a construit un centre d'accueil qui fait hôpital de jour, qui est juste en face de Morikantea, SOS Drépano. Donc, il reçoit les enfants malades, il fait le dépistage, il fait le diagnostic, et il fait un suivi. Mais je vous avoue que pour une structure sociale, j'ai été émerveillé de visiter ce centre. C'est propre, c'est bien réfléchi, c'est bien tenu. Et les personnes qui viennent, quand même, vous voyez l'espoir qui renaît en eux, parce qu'ils ont une prise en charge qui correspond à leurs besoins. Mais malheureusement, c'est une ONG. Ils ont des moyens très limités. J'imagine. Quand vous voyez dans la sous-région, tous les pays qui nous entourent ont un centre spécialisé de prise en charge de la drépanocytose. Sauf la Guinée, il n'y a pas de structure sanitaire publique pour prendre en charge les drépanocytaires. Et en 2008, les Nations Unies ont reconnu la drépanocytose comme une priorité de santé publique et a proclamé le 19 juin de chaque année la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Mais comment est-ce que comprendre qu'aujourd'hui, dans notre pays, l'État, est-ce que vous êtes rapproché un petit peu du côté du ministère de la Santé pour comprendre la politique dans ce sens-là? Vous savez, d'abord, la maladie est méconnue. La maladie est méconnue et il y a beaucoup de choses à faire. C'est que l'État aura sa part à faire. C'est de créer la structure d'accueil ou d'appuyer les structures existantes pour les équiper. Mais de l'autre côté aussi, il faut que nous, en tant que citoyens d'abord, on sensibilise les populations. Parce que vous savez, hein, ça va vous faire rire. Les plus atteints de ça, là, ce sont les Diakanké et les Peuls. Sérieux? Parce que on aime trop nous marier entre nous. Dès qu'une cousine germe là, elle est bien jolie et très pimpante, eh ben, ça saute quoi, ça marie. Et souvent, c'est des gens qui ont les mêmes grands-parents ou les mêmes arrière-grands-parents. Et puis, on se retrouve maintenant avec... mais c'est vrai, hein, pour une fois, les Diakanké, ils sont dans le même sac. Au-delà de cet aspect qui peut être congénital, est-ce qu'il y a d'autres sources de contamination? Parce que les gens disent... Aucune. Alors, parce qu'il y a eu quelques désinformations, les gens disaient est-ce que les embrassades génétiques, voilà, les embrassades et tout pouvaient... Vous savez, les maladies génétiques, c'est le code génétique du père et le code génétique de la mère associés qui donnent la maladie. Elle n'est pas transmissible. Pas du tout alors. Maintenant, les drépanocytaires ont besoin régulièrement d'être transfusés pour atténuer les effets de l'anémie, parce qu'ils sont régulièrement anémiés. Pour ça, il faut trouver une chaîne d'approvisionnement en poche de sang. Ensuite, c'est en changeant, c'est-à-dire que les globules étant de mauvaise qualité, en leur faisant l'échange transfusionnel,
ils vivent normalement comme vous, comme moi. Voilà. On va accorder évidemment une petite prolongation. On revient dans quelques secondes. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Réagissez dans les GG sur Radio Espace Guinée, Espace TV, sur le hashtag EspaceGG, par SMS GG au 8037 chez Orange et gagnez votre t-shirt avec EasyCom. Téléphone 00224 626 26 10 06 ou 00224 664 24 80 00. www.easycomgn.com. Page Facebook EasyComGN.